Je m'appelle Dakota, j'ai 32 ans et je suis PDG de Celestial Gem. Ma relation avec mon jeune frère Jake a toujours été compliquée. Alors quand son texto est apparu sur mon téléphone, disant qu'il avait emprunté mon collier bon marché pour son rendez-vous, j'ai d'abord souri jusqu'à ce que je réalise de quel collier il parlait, celui qui valait $1 million. Le saphir en édition limitée qui devait faire l'objet de notre présentation VIP demain. Mon cœur s'est arrêté tandis que je composais le numéro de la sécurité, les mains sur mes les pensées fébriles. Et si vous regardez ceci en ce moment même, laissez un commentaire pour me dire d'où vous venez, appuyez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour me rejoindre dans cette aventure où un lien familial a été mis à l'épreuve par une erreur $1 million. Celestial Gem n'est pas devenue une marque de bijoux de luxe du jour au lendemain. Il m'a fallu 10 ans de travail acharné. Depuis une minuscule boutique dans le centre de Manhattan jusqu'à notre siège actuel, qui s'étend sur le 40e étage d'une tour de verre surplombant Central Park. Les fenêtres du sol au plafond de mon bureau d'angle encadrent la ligne d'horizon de la ville, ce qui me rappelle chaque jour le chemin parcouru depuis la conception de simples pendentifs sur la table de ma cuisine. Aujourd'hui, je supervise plus de 200 employés et des actifs d'une valeur de plusieurs millions d'euros. Le collier de saphir que Jake a emprunté par hasard était la pièce maîtresse de notre future collection Azur. 15 carats du saphir bleu royal le plus rare provenant du Cachemire, entouré de 36 diamants dans une monture en platine que notre maître artisan Lucas a mis 3 mois à mettre au point. Nous avions bien sûr souscrit une assurance. Mais cette pièce était irremplaçable en termes de savoir-faire et de prestige. Elle devait être la vedette de notre présentation aux investisseurs potentiels du marché asiatique le lendemain. Notre protocole de sécurité habituel n'aurait jamais permis qu'une pièce d'une telle valeur quitte les locaux sans la présence de gardes armés et de dispositifs de repérage. Tout objet d'une valeur supérieure à $100 000 nécessite la signature de 2 dirigeants, une vérification biométrique et une escorte de sécurité pour le transport. Mais je l'avais ramené chez moi hier soir pour examiner personnellement l'ensemble de la collection une dernière fois avant l'exposition. C'était une rare entorse au protocole que j'avais justifiée en me disant qu'elle était nécessaire pour atteindre la perfection. Mon élégant appartement terrasse me sert habituellement de sanctuaire pour échapper au stress du travail. Des meubles minimalistes dans des tons neutres. Des œuvres d'art abstraites sur les murs et un jardin sur le balcon où je cultive des herbes et des fleurs pour m'aérer l'esprit. Mais ces derniers temps, la frontière entre la maison et le bureau s'est dangereusement estompée. Des courriels à minuit, des conférences téléphoniques pendant le petit déjeuner, et maintenant des actifs de l'entreprise posés nonchalamment sur ma table de toilette pendant que j'étudie des documents marketing jusqu'à 2 heures du matin. Jake a déménagé à New York à 3 ans, soi-disant pour devenir acteur, mais surtout en brûlant une série d'emplois de service et en s'installant sur les canapés de ses amis. À 24 ans, il portait toujours la charmante irresponsabilité que nos parents avaient toujours tolérée. Le bébé de la famille, 7 ans plus jeune que moi, Jake était passé maître dans l'art du sourire d'excuse qui, d'une certaine manière, rendait son chaos pardonnable. Mon ex-mari Brad avait l'habitude de l'appeler le cycle Jake. L'appel téléphonique désespéré pour payer le loyer. La promesse d'être plus responsable, suivie de l'inévitable disparition jusqu'à la prochaine crise. Brad a fini par se lasser, ajoutant Jake à la longue liste des raisons pour lesquelles notre mariage s'est effondré après seulement 3 ans. Le divorce a été prononcé il y a 18 mois, mais ses avertissements au sujet de mon frère résonnent encore, on ne peut pas sauver quelqu'un qui aime se noyer. Pourtant, Jake faisait partie de la famille. Lorsqu'il s'est présenté à ma porte il y a 6 mois, fraîchement sorti d'une rupture et d'une nouvelle perte d'emploi, je lui ai donné mon double de clé et lui ai dit qu'il pouvait rester dans la chambre d'amis jusqu'à ce qu'il retrouve ses marques. C'était censé être temporaire, mais Jake avait une façon de rendre le temporaire permanent. Il allait et venait à des heures bizarres. Disparaissait parfois pendant des jours, mais revenait toujours avec des histoires élaborées et son sourire désarmant. Je l'avais averti à plusieurs reprises de ne pas toucher à quoi que ce soit de professionnel dans l'appartement. La chambre d'amis où il logeait se trouvait à l'autre bout du couloir, à l'opposé de mon bureau, ce qui créait ce que je pensais être une frontière claire entre mon espace personnel et mon espace professionnel. Il y avait eu des incidents mineurs, un chargeur d'ordinateur portable manquant, un café renversé sur des projets de contrat, mais rien qui ne justifiait de changer les serrures de mon propre frère. Le collier de saphir était bien enfermé dans son étui personnalisé lorsque je me suis finalement couché. Je me souviens très bien l'avoir posé sur ma table de toilette, avec l'intention de demander à mon assistante, Megan, de venir le chercher à la première heure le matin. L'étui nécessitait une clé que je gardais sur mon trousseau personnel.
Ce qui signifie que Jack a dû trouver la clé dans mon sac à main pendant que j'étais sous la douche ce matin. Une autre limite franchie, comme s'il ne s'agissait que d'une suggestion gênante. J'avais été distraite pendant ma routine matinale, répétant mentalement ma présentation tout en me maquillant et en répondant au premier courriel. Dans ma hâte d'arriver au bureau pour une réunion stratégique à 8 heures, j'avais oublié de vérifier que le collier était bien fixé avant de partir. Une erreur critique qui allait me coûter plus cher que je n'aurais pu l'imaginer. Sur ma table de toilette trônait désormais un étui à bijoux vide, dont l'intérieur en velours épousait parfaitement la forme du collier manquant. À côté se trouvait une note griffonnée à la hâte dans l'écriture désordonnée de Jack. Ton collier bleu pour ce soir. Il a l'air cher, mais je sais que c'est un bijou fantaisie. Nous le rendrons demain. Merci. Sœurette. La supposition que tout ce que j'avais en ma possession pouvait être un bijou fantaisie était si typique de Jack. Bien qu'il ait visité mon bureau, bien qu'il ait vu la couverture médiatique de l'ascension de Celestial Gem sur le marché du luxe, il continuait à considérer ma carrière comme une sorte de jeu élaboré, plutôt que comme l'affaire sérieuse qu'elle était. Ce décalage était déjà irritant auparavant. Aujourd'hui, elle est potentiellement catastrophique. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais couvert Jack avec nos parents, les chèques de loyer que j'avais discrètement payés lorsqu'il n'avait pas assez d'argent. La voiture que je l'avais aidé à financer, lorsqu'il avait insisté sur le fait qu'un moyen de transport fiable changerait sa vie. Les lettres de recommandation que j'avais écrites à des amis dans divers secteurs, mettant ma propre réputation en jeu pour l'aider à prendre un nouveau départ. Et maintenant ? J'étais confronté au vol possible d'un actif de l'entreprise d'1 million de dollars par mon propre frère. Et la matinée avait commencé comme n'importe quelle autre journée de haute pression chez Celestial Gem. Je suis arrivé au bureau à 7h30, un Starbucks venti americano à la main, en préparant mentalement ma présentation sur notre expansion sur le marché asiatique du luxe. Et la salle de conférence était déjà prête. L'équipe marketing finalisait les diapositives et nos analystes financiers apportaient des ajustements de dernière minute aux projections. Vincent, notre directeur financier, était en train de discuter des taux de change avec notre directeur des ventes internationales lorsque mon téléphone a vibré avec le message de Jack. J'ai emprunté ton collier bon marché pour mon rendez-vous. Merci. J'ai ressenti une irritation passagère face à une nouvelle invasion de mon espace personnel. Mais je suis rapidement retourné à l'examen des documents de présentation. Ce n'est que lors d'une brève pause aux toilettes, 30 minutes avant l'arrivée des investisseurs, que la signification de son message m'est apparue clairement. Mes mains se sont figées sous l'eau courante lorsque j'ai pris conscience de la situation. Le seul collier que j'avais chez moi était le saphir. Je me suis précipité dans mon bureau, ignorant les regards inquiets de mon équipe, et j'ai appelé mon immeuble. Le concierge m'a confirmé que Jack avait quitté l'immeuble vers 10h ce matin-là. J'ai raccroché et j'ai immédiatement composé le numéro de Jack, mais je suis tombé directement sur la boîte vocale. Mon appel suivant a été pour Megan. Mademoiselle Williams. Avez-vous récupéré le saphir d'azur dans mon appartement ce matin? Il y a eu une pause. Non, vous m'avez envoyé un texto pour me dire de ne pas passer. Que vous l'amèneriez vous-même pour la présentation. Je n'ai absolument pas envoyé un tel message. L'effroi s'est emparé de mon estomac lorsque j'ai ouvert mon application de messagerie et que j'ai vu un message envoyé à Megan depuis mon téléphone à 7h15, ne t'inquiète pas de passer prendre le collier. Je l'apporterai moi-même. Pas besoin de venir à l'appartement. Jack avait utilisé mon téléphone. Pendant que j'étais sous la douche, pour m'assurer que personne ne découvrirait le collier manquant avant qu'il ne soit trop tard, j'ai fermé la porte de mon bureau et je me suis appuyé dessus en essayant de contrôler ma respiration. Le collier de saphir n'était pas seulement précieux, il était aussi irremplaçable dans un délai très court. Les investisseurs qui arrivaient dans moins d'1 heure étaient particulièrement intéressés par notre collection Azur, dont le saphir était la pièce maîtresse. Des documents présentant le collier avaient déjà été distribués. Des célébrités avaient été photographiées avec les maquettes. Mon téléphone a sonné. C'était Olivia, notre responsable de la sécurité, qui se demandait pourquoi le saphir n'avait pas été enregistré selon les protocoles de sécurité normaux ce matin. J'ai pris une grande inspiration et j'ai passé l'appel le plus difficile de ma carrière. Olivia, je dois signaler une faille de sécurité. Le saphir d'azur a disparu. Un silence tendu succède à une inspiration. Ce n'est pas un exercice, n'est-ce pas? Je dois immédiatement mettre en œuvre notre protocole d'intervention en cas de vol.
Les rouages de la gestion de crise de l'entreprise se mirent à tourner avec une efficacité terrifiante. En quelques minutes, Vincent était dans mon bureau, le visage pâle alors qu'il discutait des implications pour l'assurance. Harold, notre conseiller juridique, est arrivé quelques instants plus tard avec une évaluation préliminaire des problèmes de responsabilité. Les investisseurs étaient bloqués dans le hall d'entrée avec une histoire de difficultés techniques dans la salle de présentation. Je tiens à être très clair, dis-je à l'équipe de crise réunie dans mon bureau. Il s'agit de mon frère. Il ne sait pas ce qu'il a pris. Il pense que c'est un bijou fantaisie. Vincent a retiré ses lunettes et s'est pincé l'arête du nez. Décoda, avec tout le respect que je lui dois, ce qu'il pense n'a pas d'importance. Il s'est emparé sans autorisation d'un bien de l'entreprise d'une valeur d'1 million de dollars. La compagnie d'assurance considérera cela comme un vol, quelle que soit son intention. Harold a hoché la tête d'un air sombre. Le conseil d'administration devra être informé immédiatement. En tant que PDG, vous étiez responsable du bien une fois qu'il avait quitté les locaux sécurisés. Le fait que le coupable soit votre frère ne fait que compliquer les choses. Les mots étaient suspendus dans l'air comme une lame de guillotine. Je savais ce qu'il ne disait pas, que j'avais compromis la sécurité de l'entreprise pour des raisons de convenance personnelle. Que mes liens familiaux créaient un conflit d'intérêts. Que mon poste de PDG pourrait être menacé. Pouvons-nous attendre avant de prévenir la police ? Je demande, le désespoir s'insinuant dans ma voix. Laissez-moi d'abord essayer de le joindre. Nous avons exactement 1 heure avant que les protocoles de sécurité n'imposent l'intervention des forces de l'ordre, dit Olivia en consultant sa montre. La politique de l'entreprise est claire. Et la porte s'est ouverte et Megan est entrée, l'air désolé. Les investisseurs s'agitent, et M. Peterson, du conseil d'administration, est sur la première ligne pour s'enquérir du retard de la présentation. J'ai acquiescé machinalement et j'ai décroché le téléphone. Les 30 minutes suivantes se sont écoulées dans un flou de contrôle des dégâts. Les investisseurs ont été informés qu'un problème de sécurité dans les transports avait retardé la présentation, qui serait reprogrammée la semaine suivante. Peterson a reçu une vague explication sur des problèmes de contrôle de la qualité qui ont nécessité des ajustements de dernière minute à la collection. Pendant tout ce temps, j'ai essayé de joindre le téléphone de Jake, qui restait obstinément silencieux. J'ai envoyé des textos, tous plus urgents les uns que les autres. Jake m'a appelé immédiatement. Le collier que vous avez pris n'est pas un bijou fantaisie. Il est extrêmement précieux. Jake, c'est une urgence pour l'entreprise. Où es-tu ? Il faut que je récupère ce collier tout de suite. À chaque message sans réponse, mon anxiété montait en flèche. Le souvenir de notre dernier conflit majeur a refait surface dans mon esprit sans que je le veuille. Jake avait emprunté ma voiture sans permission et avait eu un accrochage. Face à lui, il avait explosé de colère, m'accusant de me préoccuper davantage de mes biens que de son bien-être. Nous n'avions pas parlé pendant 3 mois, jusqu'à ce qu'il m'appelle le jour de mon anniversaire pour me dire « Eh, Sœurette, je te manque », comme si rien ne s'était passé. Cette fois, c'était différent. Il ne s'agissait pas seulement de Jake et moi. Mon entreprise, mes employés, ma carrière, tout était en jeu. Leur limite approchait avec une lenteur atroce et une rapidité dévastatrice à la fois. 58 minutes après mon appel à Olivia, sans nouvelles de Jake, j'ai pris la décision qui allait changer notre relation pour toujours. Mettez en place le protocole de sécurité complet, ai-je dit à Olivia. La voix creuse. Contactez les forces de l'ordre. Le collier a été volé. Une fois le protocole de sécurité activé, Celestial Gem est passé du statut de bijouterie de luxe à celui de centre d'investigation criminelle. Olivia a assuré la coordination avec la police de New York pendant que je leur fournissais les informations et la photo de Jake. Compte tenu de la valeur de l'objet disparu, la police a pris l'affaire au sérieux, en y affectant des inspecteurs de la division des vols importants. Mais je ne pouvais pas me contenter d'attendre. J'ai lancé l'application de suivi familial que j'avais insisté pour que nous installions tous après que Jake ait disparu pendant une semaine l'année dernière à la suite d'une mauvaise rupture. Elle avait oublié de la désactiver ou n'avait peut-être jamais pris la peine de vérifier si elle était toujours active. Le point bleu indiquant sa position se déplaçait le long de la 5e avenue, puis s'est arrêté à ce qui semblait être le cirque. L'un des restaurants les plus chers de la ville. Bien sûr, Jake n'aurait jamais fait de telles dépenses.
Jack n'aurait jamais fait de telles dépenses avec son salaire de barman. Il essayait d'impressionner quelqu'un avec le restaurant chic et mon collier de saphir. J'ai consulté son Instagram, qu'il n'avait pas pris la peine de rendre privé malgré mes avertissements répétés sur la protection de la vie privée. Les mises à jour de sa story de la semaine dernière présentaient des selfies avec une superbe femme blonde étiquetée @Vanessa Carlton 98. Une visite rapide de son profil a révélé qu'il s'agissait de Vanessa Carlton, fille du magnate de l'immobilier Frédéric Carlton. Ces messages témoignent d'un style de vie fait de jet privé, de brunch au champagne et de photos décontractées prises dans des maisons qui ressemblent à des pièces de musée. Jack sortait avec quelqu'un de l'élite sociale. Soudain, son besoin désespéré d'impressionner a pris un sens tordu. Il avait toujours été attiré par les personnes qui représentaient le statut et la reconnaissance dont il avait besoin. Maintenant, il utilisait mon collier, le collier de ma société, pour paraître plus brillant qu'il ne l'était. J'ai transmis les informations de localisation à Olivia et à la police. Compte tenu de la valeur de l'objet, ils ont envoyé des agents immédiatement. J'ai également envoyé notre équipe de sécurité privée, leur demandant d'être discrets mais prêts à faire face à n'importe quel scénario. Puis, contre l'avis d'Harold et de Vincent, j'ai pris mon manteau et me suis dirigé vers la porte. Il faut que je sois là, ai-je dit quand Harold a essayé de me barrer la route. Et mon frère. Il ne faut pas que cela devienne un spectacle public. Les 20 minutes de route jusqu'au cirque ont été les plus longues de ma vie. Mon téléphone bourdonnait constamment de mise à jour. La police était arrivée. La sécurité était en place. Le gérant du restaurant avait été informé de la situation. Chaque message augmentait mon anxiété. Lorsque mon chauffeur s'est arrêté sur le trottoir, je pouvais déjà voir l'agitation qui régnait. 2 voitures de police étaient garées à l'extérieur, gyrophares allumés. Les clients du restaurant étaient rassemblés sur le trottoir, l'air confus, d'autres filmant avec leur téléphone. J'ai entendu une femme parler d'une alerte à la bombe et une autre spéculer sur les célébrités et les paparazzi. Aucun d'entre eux ne savait qu'il assistait à l'implosion potentielle de mon entreprise et de ma famille. J'ai traversé la foule en montrant ma carte d'identité à l'agent qui gardait l'entrée. À l'intérieur se tenait Jack. Le collier de saphir brillant sur la robe noire de la femme blonde à ses côtés. Sa pierre bleue captait la lumière comme un océan captif. Jack. J'appelai, ma voix brisant le silence tendu. Il releva la tête, ses yeux s'écarquillèrent de confusion, puis se rétrécirent de colère. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-il demandé. La femme, Vanessa, a regardé entre nous, sa main parfaitement manucurée se levant pour toucher le collier à sa gorge. « Qu'est-ce qui se passe ?» demande-t-elle, la voix haute et alarmée. Un inspecteur s'est avancé. « Monsieur, nous avons besoin que vous retiriez soigneusement le collier de la dame et que vous le placiez dans ce conteneur de sécurité, a-t-il dit en tendant une boîte rembourrée. Jack rit, d'un air incrédule. C'est insensé. C'est le collier de ma sœur. Ce n'est qu'un bijou fantaisie. Monsieur, ce collier est un saphir de cachemire de 15 carats, d'une valeur d'environ $1 million. Il est la propriété de Celestial Gem Corporation. La main de Vanessa s'est détachée du collier comme s'il l'avait brûlé. Ses yeux, écarquillés par le choc, se tournèrent vers Jack d'un air accusateur. Tu m'as dit que c'était un héritage familial. Le restaurant est devenu complètement silencieux, tous les clients et membres du personnel restant étant figés sur place, regardant le drame se dérouler. Je pouvais pratiquement voir les messages sur les réseaux sociaux être composés en temps réel. Scène de folie à Lacerte, un homme arrêté pour avoir volé un collier d'1 million. Jack, dis-je, en essayant de garder ma voix égale. Vous l'avez pris dans mon appartement ce matin. Vous avez renvoyé mon assistante qui était censée le récupérer. Tu savais que ce n'était pas à toi de le prendre. Je croyais que ce n'était qu'un de vos échantillons, s'est-il écrié. Le visage rougeoyant. Pourquoi laisseriez-vous un objet d'une valeur d'1 million à l'abandon? Il n'était pas simplement posé là, ai-je sifflé. Il était dans une mallette fermée à clé. Une mallette dont j'ai la clé, parce que je suis ton frère. Parce que je suis de la famille, a-t-il répliqué. Ou du moins, c'est ce que je croyais. L'inspecteur s'avance à nouveau, plus insistant. Monsieur, enlevez le collier maintenant, s'il vous plaît.
Vanessa se remit de son choc initial et tendit des doigts tremblants derrière son cou-poing. Le fermoir se détacha et elle tendit délicatement le saphir à l'inspecteur qui le plaça dans le conteneur de sécurité. Deux officiers se dirigent vers Jake. Jacob Williams, vous êtes en état d'arrestation pour vol qualifié. L'inspecteur commence à réciter les droits Miranda tandis qu'un officier sort les menottes. C'est une erreur, proteste Jake en regardant autour de lui dans le restaurant. Dis-leur. Dakota. Dis-leur que je n'ai rien volé. Mais les mots sont restés coincés dans ma gorge. Selon la définition juridique stricte, il avait volé le collier, l'avait pris sans permission, avait empêché mon assistante de le récupérer et l'avait utilisé à des fins personnelles. Le PDG en moi savait que le fait de porter plainte était la bonne réponse pour l'entreprise. La sœur en moi était paralysée par des émotions contradictoires. Un agent a pris le bras de Jake et l'a fait pivoter pour lui passer les menottes. Le clic métallique semblait résonner dans le restaurant silencieux. Alors qu'il le conduisait vers la porte, il s'est retourné pour me regarder, son expression était un mélange de trahison, de colère, et pendant un instant, de peur. J'ai toujours su que ta précieuse compagnie comptait plus pour toi que ta famille, a-t-il craché. Merci de m'avoir donné raison. Puis il est parti. Escorté à travers la foule des badauds jusqu'à une voiture de police qui l'attendait. Vanessa est restée figée, des larmes coulant sur son maquillage parfait. Le conteneur de sécurité contenant le collier de saphir a été remis à Olivia, qui s'était matérialisée à mes côtés. L'inspecteur s'est approché, un bloc-notes à la main, prêt à prendre ma déposition officielle. Mais tout ce sur quoi je pouvais me concentrer était l'espace où Jake s'était tenu, l'écho de son accusation suspendu dans l'air. Est-ce que je venais de sacrifier mon frère pour sauver mon entreprise? Le collier a été retrouvé, mais à quel prix? Un éclair a retenti à proximité. Je me suis retourné pour voir un homme avec un appareil photo professionnel et un badge de presse. Comment a-t-il pu arriver si vite? Un autre suivait, puis un autre. Quelqu'un a poussé un microphone vers moi. Mademoiselle Williams, est-il vrai que votre frère a volé un collier d'1 million de dollars à votre entreprise? S'agissait-il d'un coup monté de l'intérieur? Avez-vous porté plainte contre votre propre frère? Les questions fusent, les journalistes arrivent, attirés par la présence de la police et les chuchotements d'un scandale juteux. Olivia a fait signe à notre équipe de sécurité, qui a formé une barrière de protection autour de moi et m'a escorté vers la sortie. J'ai aperçu une dernière fois Vanessa entourée de ses propres amis qui avaient dîné avec eux, leur visage mêlant l'inquiétude et l'excitation à peine dissimulée d'être adjacents à un tel drame. Nos regards se sont croisés brièvement avant que l'on ne me pousse vers la porte et la voiture qui m'attendait. Alors que nous nous éloignions du trottoir, mon téléphone s'est illuminé d'un texto provenant de l'Alert Harold déjà en page 6. Le conseil d'administration demande une réunion d'urgence demain, à 8 heures. Le collier de saphir était en sécurité. Niché dans son contenant de sécurité sur les genoux d'Olivia. Mon frère était en garde à vue, mon entreprise était en crise et le mur soigneusement construit entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle venait de s'effondrer de manière spectaculaire. Le lendemain matin, l'histoire a explosé dans les médias traditionnels et sociaux. Le New York Post a titré « Le PDG appelle les flics contre son frère pour un vol de bijoux d'1 million de dollars ». Des médias plus respectables ont légèrement amélioré la situation, mais l'essentiel était le même. Un drame familial et des bijoux de luxe constituaient un appât à clic irrésistible. Et la réunion d'urgence du conseil d'administration a été encore pire que ce que j'avais prévu. J'étais assise à la tête de la table de conférence, face à l'expression sévère des 12 membres du conseil d'administration. Edward Montgomery, notre plus gros investisseur et le membre du conseil d'administration le plus virulent, a tapoté son stylo plume contre son portefeuille en cuir avec une précision métronomique. L'action a baissé de 5% ce matin, a-t-il déclaré sans préambule. Nos protocoles de sécurité ont été publiquement compromis. Notre PDG a un lien familial direct avec un voleur présumé. C'est précisément le genre de scandale qui peut faire sombrer une marque de luxe fondée sur la confiance et l'exclusivité. Le saphir a été retrouvé, ai-je souligné. Il n'y a pas eu de dommages permanents. La personne assise à ma droite a fait glisser une tablette vers moi. L'écran affichait en temps réel le cours des pierres précieuses célestes, avec une ligne de tendance obstinément descendante. Le marché n'est pas d'accord, Dakota. Le conseil a passé l'heure suivante à disséquer tous les aspects de l'incident. Pourquoi avais-je retiré le collier des locaux sécurisés? Pourquoi mon frère avait-il accès à mon appartement?
Quelles mesures ont été prises pour éviter que des violations similaires ne se reproduisent à l'avenir? Je répondais à chaque question avec autant de détachement professionnel que possible, mais sous la surface, je me noyais. Mon téléphone n'avait pas cessé de sonner depuis l'aube. Mes parents avaient appelé 6 fois, laissant des messages vocaux de plus en plus énervés sur la façon dont je pouvais faire cela à mon propre frère. Nous attendons mieux de toi, Dakota, avait conclu le dernier message de ma mère. Jake a fait une erreur, mais la famille protège la famille. Tu as préféré ton entreprise à ton frère. Je ne te reconnais même plus. Cette phrase m'a fait plus mal que tout ce que le conseil d'administration aurait pu dire. Mes parents avaient toujours été fiers de ma réussite, mais leur soutien avait toujours semblé conditionné au fait que je continue à être le filet de sécurité de Jake. Pendant des années. J'avais accepté ce rôle sans poser de questions. Maintenant que j'avais enfin tiré un trait, j'étais la méchante à leurs yeux. Après la réunion du conseil d'administration, j'ai appris que Jake avait été libéré sous caution, grâce à nos parents qui avaient vidé leur compte de retraite pour payer la caution. Il avait refusé de parler aux avocats de la société que j'avais envoyés au commissariat. Selon l'agent de liaison du tribunal, il avait indiqué l'adresse de nos parents dans le New Jersey comme résidence temporaire, et non mon appartement. Le message était clair. Il ne voulait rien avoir à faire avec MOI. Et la semaine a continué à se dérouler à une vitesse alarmante. Nos principaux partenaires détaillants nous ont appelés pour nous faire part de leurs inquiétudes concernant les protocoles de sécurité pour leur stock. Nos concurrents ont commencé à nous tourner autour, allant même jusqu'à diffuser une publicité mettant en avant leurs mesures de sécurité ultramodernes avec le slogan suivant: vos investissements de luxe sont réellement sécurisés. Les investisseurs du marché asiatique, qui avaient été présents dans le hall pendant la crise initiale, ont fait savoir par l'intermédiaire de leurs représentants qu'ils reconsidéraient le partenariat, invoquant des inquiétudes quant à la stabilité de l'entreprise et à la gestion des actifs. Ma boîte de réception s'est remplie de demandes d'interviews émanant de magazines de mode, de publications économiques et d'émissions à sensation, tous à la recherche d'informations sur le drame des bijoux de la famille Williams. Votre équipe de relations publiques a travaillé jour et nuit pour élaborer des réponses et minimiser les dégâts, mais l'histoire avait pris de l'ampleur. Mercredi après-midi, j'ai reçu une notification m'informant que Vanessa avait publié un article sur l'incident sur son compte Instagram, qui compte plus de 200 000 adeptes. L'heure de vérité. Lorsque quelqu'un vous montre un collier d'1 million de dollars lors de votre 3e rendez-vous, posez des questions. Encore sous le choc du désastre du dîner de lundi soir, je pensais que je sortais avec un gentil garçon, il s'avère que je sortais avec un voleur ayant des problèmes familiaux. Faites toujours confiance à votre instinct. Numéro des dames leçons apprises, numéro des problèmes de confiance, numéro de l'esquive. Le message avait déjà recueilli des milliers de likes et de commentaires, la plupart mentionnant Jake et les pierres précieuses célestes. Certains enquêteurs entreprenants avaient fait le lien avec moi, partageant des liens vers des profils d'entreprises et des spéculations sur la dynamique familiale en jeu. Le tribunal de l'opinion publique était en pleine session, et personne n'en sortait indemne. Jeudi. J'ai remarqué des chuchotements au sein du personnel lorsque je passais dans le bureau. Rien de flagrant, juste des conversations qui s'arrêtaient brusquement à mon approche, des regards compatissants rapidement détournés. L'email envoyé à toute l'entreprise pour expliquer la situation en termes professionnels n'avait guère contribué à faire taire les ragots. Comment aurait-il pu le faire? Le drame humain était bien plus intéressant que les protocoles de sécurité de l'entreprise. Le coup de grâce a été porté vendredi matin lorsque j'ai appris que la présentation VIP avait été officiellement annulée, et pas seulement reportée. 3 des 5 principaux clients s'étaient retirés, invoquant des conflits d'horaires qui, je le savais, n'étaient que des excuses polies. Et la collection Azur, notre ligne la plus ambitieuse et la plus chère à ce jour, était désormais dans les limbes, sa pièce maîtresse entachée d'un scandale avant même son lancement officiel. Ce soir-là, je suis restée seule dans mon bureau, bien après que tout le monde soit rentré chez soi. Le collier de saphir, qui avait été remis en sécurité dans notre chambre forte, n'était plus considéré comme une preuve puisque Jake ne contestait pas l'avoir pris. L'enquête de police se poursuivait, mais elle avait perdu son caractère urgent une fois l'objet retrouvé. J'ai fait défiler de vieilles photos sur mon téléphone. Jake et moi lors de la soirée de lancement de mon entreprise il y a 5 ans, ses bras passés autour de mes épaules avec désinvolture, tandis que nous sourions tous les deux à l'appareil photo. Jake m'a aidé à emménager dans ce même bureau, faisant semblant de porter ma plaque de cadre comme un collier pour me faire rire lorsque j'étais stressée par cette responsabilité. Jake aux Noëls familiaux, toujours au centre de l'attention, toujours celui qui fait rire tout le monde. Avais-je réagi de manière excessive?
Cette question me rongeait. J'aurais pu m'y prendre différemment, peut-être. J'aurais pu envoyer la sécurité seule pour récupérer discrètement le collier. J'aurais pu faire en sorte qu'il ne tombe pas entre les mains de la police, qu'il n'apparaisse pas dans la presse. Mais alors, quel message cela aurait-il envoyé? Que les règles de l'entreprise ne s'appliquaient pas si vous étiez le frère du PDG, que le vol d'1 million de dollars était pardonnable si vous prétendiez l'ignorer. Mon téléphone a sonné, rompant le silence. Un numéro inconnu. J'ai failli refuser, mais mon instinct m'a poussé à répondre. Dakota Williams. Nessa Carlton. Ma poigne s'est resserrée sur le téléphone. Comment avez-vous eu ce numéro? C'est important, a-t-elle demandé, la voix serrée. J'ai juste pensé que tu devais savoir que Jake m'a contacté aujourd'hui. Il veut me rencontrer pour m'expliquer sa version de l'histoire. Je n'ai pas encore décidé si je le ferai. J'ai fermé les yeux. Soudain épuisé. Pourquoi me dis-tu cela? Parce qu'elle a dit qu'il y avait une pause, il a dit certaines choses. À propos de toi. À propos de l'entreprise. Qu'il y a d'autres problèmes que l'incident du collier et que tu l'as couvert pendant des années. J'ai pensé que tu devais savoir qu'il parlait. Le sous-entendu est resté dans l'air. Jake était en colère, blessé, et cherchait à se venger, et il avait des informations qui pourraient potentiellement causer encore plus de dommages à la fois à moi et à Celestial Gem. Merci de m'avoir mis au courant, dis-je finalement. Je ne l'ai pas fait pour toi, répondit-elle froidement. Je l'ai fait parce que personne ne mérite d'être pris au dépourvu. Pas même toi. La ligne s'est éteinte. J'ai posé mon téléphone face contre terre sur le bureau et j'ai regardé les lumières de la ville, sachant que quelque part, mon frère était en train de préparer son prochain coup. Et cette fois, il ne cherchait pas le pardon. Et elle voulait se venger. Après une semaine de silence, j'ai décidé que je ne pouvais plus attendre que Jake passe à l'action. Dimanche matin, je me suis rendue à son nouvel appartement à Brooklyn, un immeuble sans ascenseur dans un quartier qui en était encore au premier stade de l'embourgeoisement. Nos parents avaient co-signé le bail après qu'il eut refusé de retourner chez moi. J'ai frappé 3 fois avant qu'il n'ouvre enfin la porte. Jake avait une mine épouvantable, des ombres sous les yeux, des cheveux mal lavés, le même t-shirt Nix que j'avais vu un nombre incalculable de fois les matins où il avait la gueule de bois chez moi. L'appartement derrière lui était peu meublé, des cartons de déménagement encore empilés contre le mur. Qu'est-ce que tu veux, demanda-t-il, sans bouger pour me laisser entrer. Il faut qu'on parle, Jake. C'est maintenant que tu veux parler, dit-il en riant amèrement. Un peu tard, tu ne crois pas? Après m'avoir fait arrêter devant tout le restaurant, après m'avoir humilié devant Vanessa. J'ai gardé ma voix égale. Tu vas m'obliger à avoir cette conversation dans le couloir? Il a hésité, puis s'est écarté avec une courtoisie exagérée. Bienvenue dans mon humble demeure. Pas tout à fait votre pantouse, mais là encore, je n'ai pas de bijoux à 1 million de dollars qui traînent. Au lieu de cela, on aurait dit que Jake avait fait du camping plutôt que de vivre. Il y avait des récipients à emporter vides sur la table basse, des vêtements drapés sur des cartons déballés, un lit de fortune fait de draps et de couvertures sur un matelas posé à même le sol. Je me suis assise sur la seule chaise, en bois, avec un pied bancal. Jake restait debout, les bras croisés sur la poitrine. J'ai compris pourquoi j'avais dit simplement, pourquoi tu as pris le collier? Pourquoi tu as menti à ce sujet? Ce n'est pas évident, m'a-t-il répondu. J'avais besoin d'impressionner Vanessa. Je pensais que c'était juste un échantillon, quelque chose que tu ne manquerais jamais. Je n'avais aucune idée qu'il valait autant. Je pense qu'il y a plus que ça. Ses yeux se détachent des miens. Qu'est-ce que tu veux dire? Vanessa m'a appelé. Elle m'a dit que vous aviez parlé. De moi. De l'entreprise. Elle semblait penser que tu avais une sorte de vendetta. Cela a attiré son attention. Sa posture s'est raidie. Et alors? Vous m'avez fait arrêter, Dakota. En public. As-tu la moindre idée de ce que c'était? Je ne peux pas l'imaginer, ai-je admis. Mais je ne comprends toujours pas pourquoi tu as pris le collier en premier lieu. Tu sais à quel point mon travail est important. Tu sais qu'il ne faut pas toucher à mes affaires sans demander. Jake arpentait la petite pièce, se passant les mains dans les cheveux avec frustration. Tu veux savoir pourquoi?
Pourquoi? Parce que pour une fois dans ma vie, je voulais être celui qui impressionne. Tu sais ce que c'est que d'être ton frère, Dakota le prodige? Dakota le PDG? Dakota qui a créé une entreprise d'1 million de dollars à partir de rien? Sa voix s'élevait à chaque déclaration, des années de ressentiment remontant à la surface. Je voulais juste que Vanessa me regarde comme les gens te regardent. Avec respect, avec admiration. Juste une fois. La crudité de son aveu m'a frappé comme un coup physique. Toutes ces années, j'avais cru que je l'aidais, que je le soutenais. Je n'avais jamais envisagé que ma réussite puisse être une ombre dans laquelle il se sentait enfermé. Il y a eu un long silence. Jake s'est affaissé sur le bord du matelas, l'air soudain épuisé. Il a fini par dire, il y a autre chose, d'une voix si basse que j'ai dû me pencher en avant pour l'entendre. Je dois de l'argent à certaines personnes. Quel genre d'argent? Combien? Il grimace. 40 000. Je l'ai regardé fixement. Momentanément sans voix. Jake. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Comment? Il m'a regardé dans les yeux et m'a dit, j'ai commencé par des soirées de poker avec des amis, puis des paris sportifs, et enfin des paris en ligne. Je pensais pouvoir le récupérer, mais c'était l'illusion classique du joueur. Mais c'était pire que ce que j'imaginais. 40 000 dollars, ce n'était pas seulement une dette de carte de crédit ou un loyer impayé. C'était de l'argent sérieux. À qui devez-vous de l'argent, demandai-je, redoutant la réponse. Quelques hommes. Ils ne sont pas vraiment du genre à proposer des plans de paiement. Ils m'ont donné jusqu'à la fin du mois. Soudain, le timing a pris tout son sens. La tentative désespérée d'impressionner Vanessa, dont la famille avait de l'argent. Il ne cherchait pas seulement une petite amie. Il cherchait un sauveur financier. Je suis venu te dire autre chose, ai-je dit à voix basse. Je sais que tu as parlé à Gemstone International le mois dernier. Et elle a relevé la tête, la surprise se lisant sur son visage. Comment avez-vous fait? Leur service des ressources humaines a appelé pour vérifier tes dates d'emploi chez Celestial Gem. Mais je n'ai jamais travaillé pour. Cette fois, sa surprise semblait sincère. Exactement. Vous avez menti sur votre candidature. Vous avez dit que vous aviez été consultant pour nous pendant 2 ans. Gemstone International était notre plus grand concurrent. Le fait que Jake ait posé sa candidature aurait pu être assez innocent, mais mentir sur le fait qu'il travaillait pour mon entreprise franchissait encore une autre limite. Il a eu l'élégance d'avoir l'air embarrassé. J'avais besoin de ce travail. Il n'aurait pas regardé 2 fois le CV d'un barman. La pièce me paraissait trop petite, trop aérée. Chaque révélation était un poids de plus sur ma poitrine. Combien de secrets gardait-il encore? Maman et papa ont toujours dit que j'étais la plus difficile. Je me le disais plus qu'à Jake, le sérieux. Celui qui ne savait pas s'amuser. Pendant ce temps, il courait toujours pour nettoyer tes dégâts. Ce n'est pas juste, a-t-il protesté. N'est-ce pas? Quand tu as détruit la voiture de papa, ils t'en ont acheté une nouvelle. Quand tu as abandonné l'université, ils ont dit que tu avais trouvé ta voie. Quand tu avais besoin d'argent, ils te le donnaient sans poser de questions. Mais on m'a toujours imposé une norme différente. Jake fixe le sol. Tu as toujours été si parfait. Tu n'avais pas besoin de leur aide. J'ai poussé un petit rire amer. Parfait, Jake. J'ai eu 2 emplois pour m'inscrire à l'école de commerce. J'ai créé ma société pendant que tu faisais la fête pendant tes 20 ans. Je t'ai donné de l'argent quand tu en avais besoin, je l'ai caché à maman et papa pour qu'ils ne s'inquiètent pas. Il relève la tête. Attends, quoi? L'échec de loyer de l'année dernière, le prêt de la voiture. Tu pensais que ça venait de leur fonds de retraite. C'était moi. Je l'ai payé et je leur ai dit que je m'en étais occupé parce que je ne voulais pas qu'ils stressent à cause de l'argent à leur âge. Jake a l'air sincèrement stupéfait. Je ne savais pas. Bien sûr que tu ne savais pas, parce que tu n'as jamais eu à penser à quelqu'un d'autre qu'à toi-même. Les mots sont restés suspendus entre nous, durs mais vrais. Pendant un instant, j'ai vu une lueur de honte traverser son visage. Je le savais, dit-il enfin. Savais quoi? Pour le collier. Pour la première fois, il m'a regardé dans les yeux.
J'ai fait une recherche sur Celestial Gem le matin où je l'ai pris. J'ai vu le communiqué de presse sur la collection Azur. Je savais qu'il avait de la valeur. Pas d'une valeur d'1 million de dollars? Mais je savais que ce n'était pas un bijou fantaisie. Cet aveu m'a coupé le souffle. Ce n'était pas un malentendu. C'était un acte délibéré. Pourquoi, Jake? Pourquoi as-tu fait ça? Il haussa les épaules, un geste si désinvolte que mon sang se mit à bouillir. Je me suis dit que tu me couvrirais. Tu le fais toujours. L'entreprise a une assurance, il n'y a pas de réel préjudice. Aucun dommage réel? Tu es sérieux en ce moment? Le conseil d'administration remet en question mon leadership. Nos actions ont chuté, les partenaires se retirent des affaires, toute ma carrière est en jeu. Mais tout ce qui compte pour toi, c'est l'entreprise, rétorque-t-il. Que Dieu ne menace pas l'empire de la précieuse gemme céleste. Vous savez quoi? En fait, je suis content que ce soit arrivé. Au moins, je sais maintenant où je me situe par rapport à toi, quelque part en dessous de la ligne de fond. Ce n'est pas juste, et tu le sais. Jake s'est levé. La colère irradiant de lui. Ce qui n'est pas juste, c'est d'avoir une sœur qui agit comme si elle était meilleure que tout le monde, qui juge chacun de mes choix, qui me fait me sentir comme un raté à chaque fois que j'entre dans une pièce avec elle. Je ne l'ai jamais fait. Si, tu le fais, a-t-il crié. Chaque fois que tu me sors d'affaire, chaque fois que tu résous mes problèmes, le message est clair. Le pauvre Jake ne peut pas gérer sa propre vie. Heureusement qu'il a Dakota pour le sauver. Je l'ai regardé fixement, voyant pour la première fois la profondeur de son ressentiment. Pendant toutes ces années, j'avais cru que j'aidais, mais de son point de vue, chaque acte d'assistance avait été un nouveau rappel de son inadéquation. Je suis désolé si c'est ce que j'ai ressenti, ai-je dit calmement. Cela n'a jamais été mon intention. Ouais, eh bien, les intentions ne comptent pas beaucoup, n'est-ce pas, a-t-il marmonné, se dégonflant légèrement. Tout comme je n'avais jamais eu l'intention de causer un tel gâchis avec le collier. Mais nous y sommes. Nous y sommes, en effet. Deux frères et sœurs debout dans un appartement clairsemé, un gouffre d'incompréhension et de souffrance entre nous qui semblait impossible à combler. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, a-t-il demandé. Tu portes plainte. Je vais en prison et nous ne nous reparlerons plus jamais, point. Je ne veux pas ça, Jake. Qu'est-ce que tu veux, alors? C'était une question simple, sans réponse simple. Qu'est-ce que je veux? La sécurité de mon entreprise. Mon frère en sécurité. La compréhension de mes parents, une machine à remonter le temps pour enfermer ce collier dans le coffre-fort qui lui appartient. Je veux qu'on règle le problème, ai-je finalement dit. Mais pas comme avant. Pas avec moi faisant un chèque et toi faisant des promesses que tu ne tiendras pas. Un vrai changement cette fois-ci. Il m'a regardé pendant un long moment, puis a hoché lentement la tête. La colère semblait avoir disparu, ne laissant que de l'épuisement et quelque chose qui aurait pu être du soulagement. Je pense que j'ai besoin d'aide, Dakota, a-t-il admis, sa voix étant à peine audible. Avec le jeu, avec tout. C'était la première fois de notre vie d'adulte que je l'entendais reconnaître qu'il ne pouvait pas gérer les choses tout seul. Un petit pas, mais peut-être le plus important. Nous pouvons vous apporter cette aide, ai-je dit. Mais cette fois, il faudra rendre des comptes. De vraies conséquences. Pour nous deux. Lorsque j'ai quitté son appartement 1 heure plus tard, le poids sur ma poitrine avait changé. Pas vraiment plus léger, mais différents points et la voie à suivre n'étaient pas clairs, mais au moins maintenant nous reconnaissions tous les deux les vrais problèmes au lieu de prétendre que tout allait bien. Mon téléphone a bourdonné d'un message de Vincent Borde. Veux des nouvelles de la situation de Jake demain. Que dois-je leur dire? J'ai répondu, dis-leur que je m'en occuperai personnellement, et je le ferai. Le lundi suivant, je me suis rendu à la réunion du conseil d'administration avec un plan précis et une détermination nouvelle. Au lieu de prendre ma place habituelle en bout de table, je me suis levé et j'ai attiré l'attention de toutes les personnes présentes. Avant d'entamer l'ordre du jour officiel, je dois évoquer la situation de mon frère et du saphir d'Azur, ai-je déclaré. Ce qui s'est passé est inacceptable et, en tant que PDG, j'en assume l'entière responsabilité. Edward Montgomery a haussé les sourcils.
On dirait un discours de démission, Dakota, point. Pas une démission, ai-je corrigé. Responsabilité. J'ai permis qu'un bien de l'entreprise soit retiré de locaux sécurisés sans protocole approprié. Cette décision n'engage que moi. Et je suis prêt à en assumer les conséquences. J'ai exposé ma proposition. Je couvrirai personnellement la franchise de l'assurance pour l'incident sur mes propres fonds. En outre, je renoncerai à la prime de direction de cette année pour montrer mon engagement en faveur de la sécurité de l'entreprise. Les membres du conseil d'administration ont échangé des regards, manifestement surpris par mon approche. La plupart d'entre eux s'attendaient à des excuses ou à une déviation, et non à une responsabilité directe. En outre, j'ai élaboré une proposition de révision complète de la sécurité. J'ai distribué des tablettes avec ma présentation déjà chargée. Pendant les 30 minutes qui ont suivi, je leur ai présenté mon plan, vérification biométrique de tous les objets d'une valeur supérieure à 50 000 $, intégration d'un système de localisation GPS dans les principales pièces. Mise à jour de la formation à la sécurité de l'ensemble du personnel et révision complète du processus d'approbation de l'usine pour l'examen des échantillons. Vincent a l'air impressionné malgré lui. Cela répond à la plupart des préoccupations soulevées par notre assureur, note-t-il. Qu'en est-il de votre frère, demanda Edward sans embâge. Les accusations criminelles sont toujours en cours. Le nom de l'entreprise sera traîné devant les tribunaux. J'ai croisé son regard. La situation juridique est traitée séparément. Toutefois, je tiens à préciser que je n'utiliserai pas les ressources ou l'influence de l'entreprise pour interférer avec la procédure judiciaire en cours. C'est la ligne la plus dure que j'ai jamais tracée à l'égard de Jack, mais c'était nécessaire. L'époque où je nettoyais tranquillement ces dégâts était révolue. Le conseil d'administration a voté à l'unanimité pour accepter ma proposition. Bien qu'Edouard ait prévenu qu'il suivrait la situation de près. À la fin de la réunion, je ressentis un étrange sentiment de libération. Pour la première fois, j'avais reconnu mon rôle dans le comportement de Jack, tout en refusant de sacrifier mon intégrité professionnelle pour le protéger. Ce soir-là, j'ai rencontré mes parents chez eux, dans le New Jersey. La conversation a été encore plus difficile que la réunion du conseil d'administration. Ils se sont assis avec raideur sur le canapé, les bras de mon père croisés sur la défensive, les yeux de ma mère rougis par les pleurs. « Comment as-tu pu faire ça à ton propre frère ?» a demandé ma mère, avant même que je ne m'assoie. « Fais-le arrêter comme un vulgaire criminel. » J'ai pris une grande inspiration. « Maman, papa, je vous aime tous les deux, mais nous devons avoir une conversation honnête à propos de Jack. » Pendant l'heure qui a suivi, j'ai exposé le comportement que je cautionnais depuis des années. L'argent que je lui avais donné à leur insu, les mensonges qu'il avait racontés, les dettes de jeu qu'il avait accumulées. Ils m'ont écouté avec une détresse croissante au fur et à mesure que le tableau complet apparaissait. « Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit ?» demanda mon père, qui parut soudain plus âgé. « Parce que j'essayais de te protéger, ai-je admis. Et parce que je pensais pouvoir arranger les choses. J'avais tort. Aucun d'entre nous ne peut arranger les choses pour Jack. Il doit prendre ses responsabilités. Ma mère s'est essuyé les yeux. Mais le faire arrêter, maman, il a volé un collier d'1 million de $. Il savait qu'il avait de la valeur. Il me l'a avoué. Ce n'est pas seulement une affaire de famille. C'est une affaire juridique. Leur résistance était palpable, mais j'ai tenu bon. Après des décennies où la dynamique familiale tournait autour de la protection de Jack, j'insistais enfin pour que l'on adopte une nouvelle approche. Lorsque je suis partie, il n'y a pas eu d'accolade chaleureuse ni d'assurance que tout irait bien. Au lieu de cela, il y a eu une trêve malaisée et un accord provisoire pour assister à une séance de conseil familial. Dès retour au bureau, j'ai dû relever le défi de rétablir la confiance avec mon équipe et mes partenaires. J'ai programmé des réunions individuelles avec chaque chef de service, assumant l'entière responsabilité de la faille de sécurité tout en exposant des mesures concrètes pour prévenir de futurs incidents. Avec l'aide d'Olivia, j'ai mis au point l'initiative Transparency in Luxury, invitant les partenaires et les clients du secteur à examiner nos nouveaux protocoles de sécurité. Plutôt que de fuir le scandale, nous nous sommes penchés dessus, en positionnant Celestial Gem comme un leader de l'innovation en matière de sécurité dans le secteur du luxe. L'équipe des relations publiques a rédigé une déclaration soigneusement formulée.
Reconnaissant l'incident sans révéler les détails privés de la famille. J'ai donné exactement une interview à Business Insider, en me concentrant sur la responsabilité des entreprises et les défis uniques des entreprises familiales. Lorsque l'un de nos principaux clients a hésité à poursuivre notre partenariat, je me suis rendu personnellement à Paris pour rencontrer son équipe dirigeante. Je ne me suis pas contenté de rassurer, j'ai apporté des données concrètes et des changements de politique concrets. Ce voyage a permis non seulement de sauver le partenariat, mais aussi de l'étendre aux droits exclusifs de leurs boutiques européennes. Entre-temps, j'ai engagé un détective privé pour vérifier les affirmations de GEC concernant les dettes de jeu. Les résultats étaient troublants, il devait de l'argent à des individus liés au crime organisé. Et il y avait des preuves que quelqu'un l'avait approché spécifiquement pour obtenir des informations sur les protocoles de sécurité de Celestial Gem. Le timing suggère que ce n'est pas une coïncidence si GEC a pris ce collier en particulier. Fort de ces informations, j'ai rencontré le procureur chargé de l'affaire GEC. Même si je ne pouvais pas utiliser l'influence de l'entreprise pour faire disparaître les accusations, je pouvais fournir un contexte susceptible d'aboutir à une résolution plus constructive. Après de longues discussions, un accord a été conclu. GEC accepterait de plaider coupable, exigeant des dédommagements, des travaux d'intérêt général et un traitement obligatoire contre l'addiction au jeu au lieu d'une peine d'emprisonnement. La dernière pièce du puzzle s'est mise en place lorsque j'ai créé le fonds de crise pour les employés de Celestial Gem. Financé initialement par mes comptes personnels, puis par des contributions volontaires de cadres. Le programme a fourni une aide d'urgence confidentielle aux employés confrontés à des crises personnelles, qu'il s'agisse d'urgences médicales ou de problèmes d'addiction. Le message était clair. Nous pouvions maintenir des normes professionnelles tout en soutenant nos employés dans les moments difficiles. Lorsque GEC m'a appelé pour me dire qu'il avait accepté l'accord, sa voix était différente, plus claire, plus présente qu'elle ne l'avait été depuis des années. Il m'oblige à participer aux réunions des gamblers anonymes, a-t-il dit. 3 fois par semaine. Bien. Oui, il a fait une pause. En fait, c'est bien. Je suis allé à ma première réunion hier. Ça m'aide d'entendre d'autres personnes en parler. De savoir que je ne suis pas le seul. Je suis content, GEC. Il y eut un long silence avant qu'il ne reprenne la parole. J'ai rencontré le conseiller financier de maman hier. Pour mettre au point un plan de remboursement de la caution qu'ils ont versée. De petites sommes chaque mois, mais je rembourserai tout. C'était une déclaration si simple, mais elle représentait un changement monumental. GEC prenait ses responsabilités, établissait un plan et le suivait. Et la partie sceptique de mon esprit se demandait combien de temps cela durerait, mais j'ai choisi de me concentrer sur les progrès plutôt que sur les doutes. Je suis fier de toi, lui ai-je dit, et je le pensais vraiment. Quand il a ri, c'était son vieux rire, pas celui, amer, que j'avais entendu dans son appartement. Ne te réjouis pas trop vite. Je travaille toujours dans un café et je vis dans un appartement minable. Ce n'est pas exactement l'histoire de la réussite de la famille Williams. La réussite ne se mesure pas à votre titre de travail ou à votre adresse, GEC. Il s'agit de vivre avec intégrité. Ce que nous apprenons tous les deux à mieux connaître ces derniers temps. Avant de raccrocher, je me suis assis à mon bureau et j'ai regardé l'horizon de Manhattan. Le stock de pierres précieuses célestes avait commencé à se rétablir. La collection Azur avait finalement été lancée, bien qu'avec une campagne de marketing modifiée. Mon poste de PDG était toujours assuré. Mais le changement le plus important n'était pas visible sur un bilan ou sur un téléscripteur. Il résidait dans les limites que j'avais finalement établies avec ma famille et mon entreprise. Pour la première fois, je n'essayais pas d'être le sauveur de tout le monde au détriment de mon propre bien-être. Ce n'était pas facile et ce n'était certainement pas parfait, mais c'était honnête, et ce que j'apprenais faisait toute la différence. 1 an plus tard, je me trouvais sur le podium de la Women in Business Leadership Conference. Face à une mer de visages attentifs. Les organisateurs m'avaient demandé de parler de la gestion de crise, mais j'avais choisi un angle plus personnel, les limites du leadership. Lorsque les gens pensent aux défis du leadership, ils se concentrent souvent sur la volatilité du marché, les menaces concurrentielles ou les perturbations technologiques, ai-je commencé. Mais parfois, les moments de leadership les plus difficiles viennent de l'endroit où l'on s'y attend le moins, des relations personnelles qui façonnent notre identité au-delà de nos titres professionnels. Alors que je partageais la version soigneusement éditée de mon expérience, la faille de sécurité, le rétablissement public, les leçons apprises, j'ai repéré un visage familier dans l'auditoire. GEC était assis au dernier rang et m'a fait un petit signe d'encouragement lorsque nos regards se
sont croisés. A eu cours de l'année qui s'était écoulée depuis l'incident du Saphir. Nos deux vies s'étaient transformées d'une manière qu'aucun de nous n'aurait pu prévoir. Dick avait terminé le programme de traitement du jeu imposé par le tribunal et avait volontairement poursuivi sa thérapie par la suite. Elle avait déménagé à Philadelphie pour prendre un nouveau départ et avait accepté un emploi dans une société de marketing qui n'avait rien à voir avec l'industrie de la bijouterie. Il s'agissait d'un travail de débutant, mais pour la première fois de sa vie, il gagnait son avancement par le mérite plutôt que par le charme. Notre relation s'était lentement rétablie. Grâce à des limites soigneusement maintenues, appels téléphoniques, visites mensuelles, pas d'implication financière, pas de sauvetage. Lorsqu'il était confronté à des difficultés, je l'écoutais sans lui proposer immédiatement des solutions. Lorsqu'il réussissait, je le félicitais sans m'en attribuer le mérite. Ce n'était pas toujours facile. Cette nouvelle dynamique exigeait une vigilance constante à l'égard des vieux schémas, mais elle était plus saine que tout ce que nous avions connu auparavant. Celestial Gem ne s'est pas seulement rétablie, elle a prospéré. Nos nouveaux systèmes de sécurité sont devenus une norme industrielle et d'autres marques de luxe ont adopté des protocoles similaires. L'initiative Transparence et Luxe est devenue un consortium industriel axé sur les pratiques éthiques et les normes de sécurité. Le cours de nos actions a augmenté de 23% par rapport à son niveau d'avant la crise. Le fonds de crise pour les employés a aidé 17 membres du personnel à faire face à des situations d'urgence personnelle au cours de sa première année d'existence, créant ainsi une culture où les gens se sentent soutenus sans crainte de répercussions professionnelles. Le programme a été présenté dans Forbes comme une approche innovante du bien-être au travail. J'ai conclu mon discours en évoquant les leçons que j'avais tirées de cette expérience au prix d'un effort personnel considérable. Dans le domaine du leadership, comme dans la vie, nous devons reconnaître que la véritable force ne vient pas du fait d'essayer de tout contrôler, mais de l'établissement de limites saines. Parfois, la chose la plus attentionnée que nous puissions faire pour les autres est de cesser de les protéger des conséquences de leurs actes. Et parfois, la chose la plus professionnelle que nous puissions faire pour nos organisations est de reconnaître notre propre humanité. Les applaudissements étaient gratifiants, mais la vraie récompense est venue après, lorsque Jack s'est approché avec une femme que je n'ai pas reconnue. Et elle m'a dit, super discours, Serette, en me serrant rapidement dans ses bras. Voici Mélissa, ma petite amie. Mélissa a souri chaleureusement tandis que nous nous serrions la main. Je n'ai pas l'habitude d'assister à des conférences d'affaires, mais Jack a insisté sur le fait que votre discours en valait la peine. Il avait raison. Nous avons discuté brièvement de son travail d'art thérapeute et de leur projet de rendre visite à nos parents le week-end prochain. Il y avait entre eux une aisance que je n'avais jamais vue dans les relations précédentes de Jack, sans le charme de la performance ou le besoin désespéré d'impressionner. Il semblait à l'aise dans sa peau pour la première fois de sa vie d'adulte. Alors qu'il se préparait à partir, Jack s'est arrêté. Oh, j'ai failli oublier. J'ai effectué mon dernier paiement de restitution au tribunal la semaine dernière, et je suis officieusement libéré de toute dette. La fierté dans sa voix était indéniable. Pas la fierté creuse de quelqu'un qui cherche la validation, mais la satisfaction tranquille d'un véritable accomplissement. C'est merveilleux, Jack. Tu as fait ça tout seul. Il acquiesça, reconnaissant la signification de ces mots. Oui, je l'ai fait. Après leur départ, j'ai rencontré une personne inattendue dans le hall de l'hôtel, Vanessa Carlton. Elle assistait à une autre conférence dans le même lieu, toujours aussi élégante et privilégiée. Dakota, m'a-t-elle dit, l'air surpris. Et la gêne a fait place à une conversation étonnamment franche. Elle avait créé sa propre fondation axée sur l'éducation financière des jeunes adultes. Après ce qui s'est passé avec Jack, j'ai réalisé à quel point de nombreuses personnes ne comprennent pas les concepts financiers de base, explique-t-elle. Même les personnes issues de milieux aisés n'ont souvent aucune idée de la manière de gérer l'argent de manière responsable. Nous avons échangé nos cartes de visite et convenu d'explorer les possibilités de partenariat entre sa fondation et l'Employee Crisis Fund. Au moment de nous séparer, elle hésite. Je me suis trompée à votre sujet, vous savez, dit-elle. Lorsque tout s'est passé avec le collier, j'ai pensé que vous étiez froid pour avoir porté plainte contre votre propre frère. Mais en y repensant, c'est peut-être la chose la plus gentille que quelqu'un ait faite pour lui depuis longtemps. Sa perspicacité était inattendue mais perspicace. Parfois, les actes les plus bienveillants n'en ont pas l'air à première vue. Parfois, il consiste à demander des comptes à quelqu'un. Ce soir-là, dans ma chambre d'hôtel.
J'ai réfléchi au parcours extraordinaire de l'année écoulée. Le collier de saphir qui avait provoqué tant de remous était désormais la pièce maîtresse de notre collection la plus réussie, sa valeur étant rehaussée par son histoire tristement célèbre. Ce qui avait menacé de détruire mon entreprise et ma famille les avait finalement renforcés, même si cela n'avait pas été sans douleur. J'ai pensé à la nature des pierres précieuses, à la façon dont leur valeur ne vient pas seulement de leur rareté, mais aussi du fait que l'on enlève soigneusement les aspérités pour révéler l'éclat qu'elles contiennent. Peut-être que les relations fonctionnent de la même manière. Les relations qui brillent vraiment sont celles qui ont subi des pressions, qui ont été débarrassées de leurs éléments superflus pour ne laisser subsister que le lien essentiel. Les fissures dans les relations, comme les fissures dans les pierres précieuses, peuvent soit les dévaloriser, soit faire partie de leur caractère unique, de leur histoire. Et la différence réside dans la manière dont nous réagissons à ces imperfections, que nous essayons de les cacher ou que nous les intégrions à quelque chose de nouveau et peut-être de plus beau qu'auparavant. Le lendemain matin, alors que je me préparais à partir, j'ai reçu un message de Jake. Je voulais juste lui dire, je suis fier de vous deux. Pas seulement pour les affaires de l'entreprise, mais pour avoir été assez courageux pour changer nos modèles familiaux. Cela nous a sauvés tous les deux. Parfois, les choses les plus précieuses que nous possédons ne sont pas celles que nous pouvons enfermer dans un coffre-fort ou assurer. Ce sont les liens honnêtes que nous tissons avec les autres et le courage de protéger ces liens, même si cela implique de renoncer à des schémas confortables. Et si vous avez déjà eu à faire le choix difficile de permettre à quelqu'un que vous aimez ou de lui demander des comptes? J'aimerais entendre votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Comment avez-vous trouvé la force d'établir des limites? Que s'est-il passé par la suite? N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner si cette histoire vous a touché, et de la partager avec quelqu'un qui pourrait être confronté à des défis similaires. Parfois, le fait de savoir que nous ne sommes pas seuls dans ces parcours difficiles est le plus beau cadeau que nous puissions recevoir. Merci de m'avoir écouté et n'oubliez pas que les joyaux les plus précieux de notre vie sont les relations que nous entretenons avec soin, même dans les moments les plus difficiles.